Bonsoir, merci d'être ici avec nous ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de notre série des grands communicateurs. Nous sommes déjà rendus à notre 6e saison, c'est la fin de notre 6e saison et il y aura une 7e saison. Je vous en parlerai un peu plus tard tout à l'heure. Permettez-moi de remercier rapidement les partenaires qui nous accueillent ou qui permettent d'organiser ces conférences. Bien entendu la TELUC qui nous accueille ici ce soir et qui nous offre une grosse partie de toute l'infrastructure technique et logistique. Merci beaucoup. Le canal Savoir qui nous diffuse et qui nous filme aussi, le ministère de la Culture et des Communications qui nous appuie, et bien entendu, tous les gens qui viennent assister à ces conférences comme vous. Merci d'être là en ligne aussi. Et bien sûr, merci à tous les conférenciers qui font que ces soirées des grands communicateurs sont toujours des succès. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, sachez que la Toile des communicateurs, nous sommes un organisme à but non lucratif qui regroupe tous les professionnels et passionnés des communications, et ceux issus à travers tout le monde de la francophonie. Pour en savoir plus sur la Toile des communicateurs, le plus simple, c'est d'aller voir notre site web, toile.coop, C-O-O-P, l'adresse est derrière moi. Vous y retrouvez toute l'information sur nos activités. Vous aurez aussi l'occasion de revoir ou de voir les anciennes conférences qui ont été filmées et archivées sur le site. Quelques petits points de logistique rapidement. La conférence de ce soir durera un peu plus d'une heure, une heure et quart. Il y aura une période de questions réservée pour la fin. On vous a remis un questionnaire d'évaluation. Prenez le temps de le remplir à la fin. On est toujours bien intéressé de tout savoir sur les commentaires que vous avez sur les soirées des grands communicateurs. Sur ce même formulaire, il y a un espace réservé pour inscrire votre adresse de courriel. Je vous invite à le faire si vous souhaitez être tenu au courant des activités de la Toile des communicateurs. Alors ce soir, nous avons une formule un petit peu moins habituelle, mais nous avons la grande chance d'avoir 4 grands communicateurs réunis pour nous et qui vont débattre d'un sujet qui nous intéressera tous. J'ai parlé d'une éventuelle reconnaissance professionnelle pour les communicateurs. Alors laissez-moi vous présenter celui qui est le maître d'œuvre de cette table ronde, M. Bernard Motulski. M. Motulski, ça fait déjà plus de 25 ans qu'il œuvre dans le domaine des communications et des relations publiques. Il est actuellement titulaire de la chaire de relations publiques et de communication marketing à l'UQAM. Au début de sa carrière, il a été rédacteur et journaliste, puis professeur de communication à l'Université Laval. On l'a retrouvé ensuite dans plusieurs postes, notamment au sein du groupe COSET, au gouvernement du Québec, à la Bourse de Montréal, à l'Université de Montréal, où il a d'ailleurs été le directeur général des communications jusqu'en 2006. Il détient une maîtrise et un doctorat en philosophie et on le voit souvent agir aussi comme consultant et comme conférencier. Alors sans plus tarder, je lui cède la parole pour la suite de la soirée. Monsieur Motulski, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. C'est un petit peu énervant parce que j'ai plein d'amis dans la salle, j'ai plein d'amis ici. Vous allez entendre mon accent anglais aussi. Il y a des amis qui sont sur le web. Juste quelques mots, je ne vais pas être très long. Cette conférence des grands communicateurs, c'est la conjonction de deux événements. Denis Gilbert, que j'avais rencontré l'année dernière à Bromont, je sais pas si c'était à Bromont, dans le cadre de la conférence annuelle des communicateurs de la CREPUC, m'avait proposé de venir faire une présentation sur la reconnaissance des communicateurs. J'avais justement à ce moment-là fait une présentation à l'Assemblée générale de l'Alliance des cabinets de relations publiques qui avait été suivie par une rencontre et un échange avec le conseil d'administration de l'Alliance des cabinets de relations publiques. Rencontre au cours de laquelle il y a eu beaucoup plus de questions que de réponses qui ont été soulevées et à partir de là, je me suis dit ce serait intéressant qu'on aille chercher d'autres experts que ce que moi je peux avoir, mais des gens qui vont pouvoir nous donner un éclairage un peu plus intéressé et un peu plus spécialisé sur la question. Alors, c'est eux qui sont ici ce soir et au fond, c'est plus eux qui vont vous livrer des contenus de l'information et des éléments de réflexion. Je vous les présente tout de suite, même si la plupart d'entre vous les connaissez. Michel Dumas, qui est un collaborateur de la chaire, qui est professeur associé au département de communication sociale et publique, qui est un communicateur que beaucoup de gens connaissent, qui a été cofondateur d'une des grandes firmes à Montréal, BDDS, donc qui a travaillé également au gouvernement, qui a été directeur des communications. Le premier, je pense, au ministère de Développement économique, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque.
et Michel, donc on travaille fréquemment ensemble. Et Michel va nous présenter. The second speaker will be Eric Bergman. Eric Bergman est le représentant de l'Association internationale des IABC, International Association of Business Communicators. C'est un nom en anglais également. Eric va nous donner le point de vue de l'extérieur et l'association Yvonne Callaway-Smith et Rodrigo Lima qui nous ont proposé d'avoir cette perspective de l'extérieur. Alors, je suis sûr qu'Éric va avoir des choses fort intéressantes à vous expliquer sur les qualités des professionnels. Et finalement, mais non le moindre, Michel Sparer. Michel Sparer, parce qu'on a deux Michel. Michel a été pendant plus de 25 ans secrétaire général de 20 ans, a été secrétaire général de l'Office des professions et a également assumé la responsabilité de la direction des communications. Il est à l'heure actuelle retiré des affaires, mais je pense impliqué encore beaucoup, entre autres avec l'Office. Même s'il est à la retraite, il est très occupé. Et je pensais que ça pouvait être la meilleure source pour avoir l'heure juste sur le système professionnel québécois, les avantages, les inconvénients, les obligations, et vous allez voir que Michel va nous donner une petite leçon de réalisme. Alors, bon, il y a beaucoup de questions et l'objet de la table ronde de ce soir, c'est d'être en mesure de répondre à un certain nombre de questions et de voir s'il y a des suites qui peuvent être envisagées vers une reconnaissance de la profession de communicateur. Sous quelle forme ça devrait se faire, comment, qu'est-ce que ça devrait englober. Il y a juste quelques éléments de base que je voudrais lancer pour partir la discussion. Le premier, c'est qu'une profession reconnue, et quand je dis reconnue, c'est pas obligatoirement reconnu dans le cadre des 45 professions qui sont reconnues par le Code des professions et l'Office des professions. Mais une profession reconnue, c'est en principe, c'est une garantie de qualité. C'est le respect de normes standards, c'est le respect de déontologie. Et la déontologie, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ce que vous avez comme obligation, ce que l'on a comme obligation de poser comme geste avant d'intervenir. C'est le code d'éthique que je veux pas partir d'une discussion parce qu'on a ici Solange Tremblay, qui est la directrice du centre d'études en développement durable et éthique. Alors, c'est une spécialiste en éthique, mais l'éthique, c'est plutôt ce qu'il faut pas faire. Alors que la déontologie, c'est ce qu'il faut faire, en tout cas si on se fie sur l'étymologie des mots. C'est surtout, en ce qui nous concerne, une garantie de protection de la qualité des messages qui doivent être validés par des communicateurs. Et c'est donc en bout de piste et au fond, parce que derrière l'organisation d'une profession, il y a la question, et Michel Sparer va revenir beaucoup là-dessus, de protection du public, de protection des citoyens, et donc la validité des informations que nous transmettons aux citoyens, que ce soit par le biais des relations publiques, par le biais de la publicité. À l'heure actuelle, on a d'autres encadrements que celui qu'on veut bien se donner. On a des encadrements à travers certaines associations professionnelles, comme la SQPRP, qui effectue ce travail-là, mais là encore, ça n'est pas fait de façon contraignante. On a eu un petit débat dans la blogosphère montréalaise il y a 2 semaines avec l'histoire de Bixi, qui a d'ailleurs généré beaucoup d'agitation sur le web, qui a amené, d'ailleurs les affaires ont interviewé le directeur, le nouveau PDG de l'Association des agences de publicité, Yannick Deschênes, sur le sujet. Il dit justement, on va en parler à l'UQAM la semaine prochaine, c'est effectivement ce soir, mais ça pose effectivement ce genre de situation pour ceux qui... L'agence qui faisait la promotion du lancement de Bixi a créé un blog et le blog était animé par des personnages qui n'étaient pas réels, qui étaient purement fictifs. Et donc, ça pose toute la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la fabrication de personnages, dans la fabrication de réalité. C'est une des grandes questions, je pense, que l'on a dans notre domaine, qui est un domaine dans lequel
Il y a de la réglementation, il y a beaucoup de réglementation. C'est surtout développé dans le secteur de la publicité. C'est-à-dire la publicité, c'est une activité qui est fortement réglementée, qui est interdite pour certains produits, même si les produits sont légaux, qui dans d'autres cas est encadrée soit par des codes d'éthique, soit par une législation. Je pense par exemple à la publicité pour enfants ou la publicité pour concernant les médicaments. Donc, on voit qu'on agit et on intervient dans un domaine dans lequel on porte une responsabilité vis-à-vis du public et vis-à-vis de nos concitoyens. Notre travail, le travail de communicateur, c'est essentiellement de tenter d'influencer nos concitoyens. On ne peut pas les obliger à faire des choses, on ne peut pas les contraindre, on ne leur donne pas de récompense, mais on cherche à les influencer et bien sûr qu'on doit utiliser des moyens qui sont conformes aux normes généralement établies. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'on essaye de développer à la chaire aussi, de pouvoir avancer et développer nos connaissances dans ce domaine-là. Il y a deux conditions qui m'apparaissent essentielles pour qu'on puisse penser à une reconnaissance éventuelle. La première, c'est faut que je relise mes notes pour être sûr que je ne dis pas le contraire. La première, c'est on est une profession extrêmement segmentée avec beaucoup d'associations, beaucoup de spécialités, entre autres les gens de marketing, de communication marketing et de relations publiques. Je dirais pas se détestent, mais en tout cas, c'est deux secteurs dans lesquels les relations sont pas toujours faciles et quand vous travaillez dans une agence de publicité, les gens de relations publiques vont être traités un peu comme des acteurs de deuxième ordre. Quand vous travaillez dans une boîte de relations publiques, la publicité va être considérée comme un des bras des relations publiques ou des affaires publiques. Alors, le premier défi que l'on a, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on a des intérêts communs à partir du moment où on s'identifie comme des communicateurs. Des intérêts, une formation commune, surtout une façon de travailler commune et une vision du monde. Et dans ce sens-là, moi, j'ai la conviction que les communicateurs, quels que soient les outils dans lesquels leur réflexion va déboucher, les communicateurs sont différents des autres professionnels comme les avocats, les notaires, les médecins, dans la façon d'aborder les problèmes, dans la façon d'aborder les questions. Il y a une communauté, non pas vraiment de formation, mais une communauté dans la façon de travailler. Et dans la plupart des entreprises, ce sont des fonctions aussi qui sont gérées par, bon, surtout dans le public et le parapublic, les directions de communication. C'est l'endroit où on va gérer l'ensemble des activités de communication, quelle que soit la nature à laquelle on s'applique. Et surtout, les enjeux de reconnaissance professionnelle sont des enjeux dans lesquels il faut être conscient qu'on est en opposition, entre guillemets, même si je sais que Michel n'aime pas, et une reconnaissance professionnelle, c'est pas pour la protection d'une profession, c'est pour la protection du public, mais on est quand même en compétition à l'intérieur des organisations avec des professionnels bien installés, bien établis, comme le sont les gens de ressources humaines, les gens de droit, de finance et l'ensemble des autres fonctions qu'on retrouve à l'intérieur des organisations. Si on essaye d'y aller en rang dispersé, puis en identifiant selon la nature plus précise des moyens qu'on met en œuvre, je pense qu'on n'y arrivera pas. La deuxième, c'est d'être en mesure de réfléchir sur un encadrement qui est un caractère obligatoire et ça aussi, ça fait partie des enjeux importants. Un caractère obligatoire, ça veut dire de pouvoir, parce qu'à l'heure actuelle, on peut adhérer à la SQPRP, on peut adhérer à des codes d'éthique, mais on n'a aucune façon d'obliger et de lier cette adhésion-là à une obligation quelconque. Alors, je pense que dans notre réflexion, ce que l'on doit regarder, c'est un modèle qui permettrait d'avoir un mode de fonctionnement qui soit suffisamment contraignant pour que lorsqu'il y a des comportements qui sont considérés comme inadmissibles, que ces comportements puissent être sanctionnés et que les personnes responsables de ces comportements puissent être évacuées de l'ensemble de la profession telle que nous l'avons définie.
Alors, en gros, c'est ça que je voulais mentionner. Juste un point sur, pour terminer, sur les différences entre les pratiques professionnelles à l'intérieur des communications. Une chose qui est frappante, c'est que dans le système professionnel actuel, si on prend, j'espère que Michel Sparrer ne me corrigera pas, mais si on prend les médecins, il y a un ordre professionnel, même si les pratiques sont extrêmement différentes. Les ingénieurs, c'est encore plus flagrant. Il y a deux ordres, je pense. Il y a les arpenteurs géomètres qui ont leur propre ordre, et sinon, il y a les ingénieurs dans lesquels, que vous soyez en génie civil, que vous soyez en génie nucléaire, en génie mécanique, vous appartenez au même ordre professionnel, et ça fait partie de la responsabilité de professionnel de ne pas s'engager dans une pratique pour laquelle on n'a pas les compétences. C'est la même chose avec les avocats. Les avocats, ils sont membres du barreau, ils sont membres de l'ordre des avocats, et quel que soit le champ de pratique dans lequel ils vont intervenir, ça fait partie de la responsabilité professionnelle d'avoir une adéquation entre les outils qu'on s'est procurés et le type de pratique que l'on a. Donc, c'est dans la vision que j'ai un peu peut-être idéale, puis un jour peut-être de ce qui peut arriver pour les communicateurs, je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on doit demander ou exiger des communicateurs. Alors, finalement, pour terminer, je vais vous dire que aujourd'hui, c'est une réflexion. On veut être capable de répondre à un certain nombre de questions. On veut voir aussi, puis à la chaire, c'est une chose intéressante de voir est-ce que cette question-là est suffisamment intéressante pour qu'elle justifie qu'on pousse la réflexion, qu'on aille un peu plus loin. On voit que depuis, ça fait 4 ans, je pense, que le CICQ a été créé, le Conseil de l'industrie des communications du Québec. Il y a une existence d'une volonté et d'une prise de conscience d'un regroupement nécessaire des forces des gens qui travaillent en communication. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans cette direction-là? Si on pense à une reconnaissance professionnelle quelconque, là encore, l'horizon sur lequel on travaille, c'est un horizon de 5 à 10 ans avant d'en arriver à une situation dans laquelle on pourrait être structuré de façon qui soit, je dirais, plus professionnelle, entre guillemets. Il faut que je me tasse. De toute façon, j'ai fini. Alors. Ah, je suis pas dans la lumière. Donc, c'est un horizon d'à peu près 5 à 10 ans avant qu'on puisse arriver à un résultat, mais je pense que ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une réflexion amorcée, qui est déjà amorcée puisque vous êtes ici ce soir. Il faut que je termine en disant merci à nos partenaires, les grands communicateurs qui nous offrent toutes leurs machines, tout leur hébergement, leur mécanique, à la fois d'organisation, d'invitation, de promotion. La Toile, la TELUC, les partenaires de la chaire qui sont plus particulièrement associés à l'événement et qui ont aussi nous ont offert l'accès à leurs membres pour lancer l'invitation. Alors, il y a eu CNW, ça c'est pas l'accès aux membres, mais CNW est un partenaire régulier de la chaire, CNW Telbec, et les associations professionnelles, j'ai mentionné le IABC, avec la venue d'Éric, l'AAPQ, l'Association des agences de publicité, la CRPQ, l'Alliance des cabinets de relations publiques, et la SQPRP, la Société québécoise des professionnels en relations publiques. Le dernier point, c'est que Éric va faire sa présentation en anglais. Il nous a expliqué qu'il a discuté avec ses enfants, mais qui lui ont conseillé de rester à l'anglais. Et je vais essayer de traduire les questions si vous avez des questions à poser, que vous voulez les poser en français. Voilà, je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Michel Dumas. Alors, merci Bernard. Bonsoir, chers collègues et chers amis aussi qui sont ici présents. Vous ne serez pas étonnés que je vous parle de reconnaissance professionnelle ce soir dans le domaine des relations publiques. C'est un domaine dans lequel j'ai étudié, c'est un domaine dans lequel j'ai fait carrière, c'est un domaine où j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres à faire avancer la profession. Donc, je ne me risquerai pas à vous parler de reconnaissance professionnelle dans d'autres secteurs de la communication, le journalisme, la publicité, la communication marketing, etc.
Je vous confesserai aussi que, et c'est peut-être la question de mon âge, n'est-ce pas, que j'ai un peu un sentiment de déjà-vu. Il y a déjà un bon nombre d'années qu'il y a un débat sur la reconnaissance professionnelle en relations publiques. Et on a parfois l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on constate qu'il y a eu une évolution. Premièrement, les relations publiques sont reconnues comme une profession dans un certain nombre de pays, et nommément le Brésil, le Nigeria, le Pérou, le Panama, beaucoup en Amérique latine notamment. Il y a de plus en plus de professionnels qui étaient jadis opposés à la reconnaissance professionnelle qui maintenant voient cette option d'un bon œil. Et finalement, les grands regroupements internationaux de relations publiques qui analysent cette option de façon plus sérieuse maintenant. Alors, clarifions tout de suite ce qu'on veut dire par reconnaissance professionnelle, que je voudrais tout de suite distinguer de l'accréditation que nombre d'entre vous connaissez dans nos organisations professionnelles. C'est un système de reconnaissance extrêmement important et c'est une reconnaissance par les pairs. Moi, je veux vous parler d'une reconnaissance professionnelle par la société et par le biais de l'État ou de l'organisme à qui il délègue cette responsabilité, comme ici l'Office des professions du Québec. Les relations publiques, pour moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une quasi-profession, c'est-à-dire que ça a beaucoup des attributs de toutes les professions, si ce n'est, et c'est ça qui est le plus important, la reconnaissance publique. Alors, on a un corps de connaissances, parce que c'est majeur pour une profession. On a un corps de connaissances très étendu maintenant et qui date depuis de nombreuses années, qui a été développé dans les universités, dans la recherche. Il y a de nombreuses publications en relations publiques. Et c'est pas en communication, c'est dans un secteur de pratique professionnelle qui s'appelle les relations publiques. On a également aujourd'hui une formation beaucoup plus étendue. Contrairement à il y a quelques décennies, on peut trouver maintenant dans de nombreuses universités à travers le monde des programmes de relations publiques de premier, de deuxième cycle. Et je sais que la formation n'est pas obligatoire, malheureusement, et qu'il y a encore des gens qui sont en relations publiques sans avoir la formation préalable, mais je pense qu'on est déjà dans une situation où les relations publiques deviennent une condition d'emploi, même s'il n'y a rien de coercitif et d'obligatoire, parce qu'on serait reconnu comme une profession. La reconnaissance professionnelle suppose également qu'il y ait un consensus entre et la société sur une définition de notre pratique. Et ça, là-dessus, je dois dire que le bas blesse davantage. Il y a à peine quelques décennies, il y avait un chercheur aux États-Unis qui avait identifié aux États-Unis seulement plus de 400 définitions différentes des relations publiques. Et si je vous demandais dans la salle s'il y a développer une définition des relations publiques, probablement qu'il y en aurait quelques-uns. Alors, vous savez que dans une profession, évidemment, il faut qu'officiellement tout le monde s'entende sur une définition de ce que les praticiens font. Et pour moi, c'est peut-être la question la plus importante parce que ça démontre actuellement qu'on ne s'entend pas nécessairement sur le rôle exact que jouent les professionnels en relations publiques. Il y a un malaise persistant qui éprouve les professionnels devant l'ambiguïté de leur rôle. Et vous allez me permettre de vous parler brièvement d'un homme qui, pour moi, personnifie cette ambiguïté. C'est Edward Bernays, qui certains considèrent le père des relations publiques. J'ai eu l'insigne honneur de le côtoyer quand j'étudiais à l'Université de Boston, parce qu'on avait un séminaire pour les quelques étudiants étrangers qui étaient au niveau de la maîtrise, et on allait dans sa résidence de Cambridge échanger comme ça autour d'un café sur les grandes questions de relations publiques. Alors, si je vous parle de Bernays, c'est parce que d'une part, il est considéré comme celui qui, un des premiers, sinon le premier, a reconnu les relations publiques comme une profession de communication d'entreprise, de management. C'est lui qui a aussi développé la notion d'interprète, c'est-à-dire que nous sommes des interprètes de l'organisation auprès des publics,
mais aussi des publics à l'organisation. En même temps, c'est celui qui a écrit des livres comme Propaganda, The Engineering of Consent, dans lesquels il explique comment les gens de relations publiques doivent persuader, convaincre les gens, et il s'aborde parfois la propagande, si bien qu'il y a certaines gens qui ont dit que c'était aussi le père des spin doctors dont on parle aujourd'hui, qui sont ces manipulateurs d'opinion qui sont de plus en plus nombreux et qu'on trouve en particulier dans le monde politique. Plus tard, Bernays, et je vous le dis, je suis sérieux, il avait 100 ans, il a présenté un projet de loi privé à un comité de représentants de sénateurs de l'État du Massachusetts pour faire reconnaître la profession des relations publiques. Bon, son projet a été rejeté et il se proposait bien de revenir à la charge, mais évidemment, la mort est arrivée avant. Je vous dis ça parce que, encore une fois, il représente toute l'ambiguïté du rôle des communicateurs. Est-ce que nous sommes des interprètes, des facilitateurs, des conciliateurs, des communicateurs qui mettons, n'est-ce pas, notre organisation, notre entreprise au service en relation avec les différents publics et on essaie de créer l'harmonie? Est-ce qu'on est des promoteurs, des propagandistes, des manipulateurs parce qu'on a l'image et la réputation de l'entreprise à préserver? Est-ce qu'on est un peu des deux? Or, pour en arriver à une définition des relations publiques dans le cadre de la reconnaissance professionnelle, il faut qu'on précise exactement qu'est-ce qu'on fait et de quelle façon on est là pour vraiment préserver l'intérêt public. D'après Bernays, lorsqu'il a soumis son projet, il disait que le statu quo était inacceptable parce que, premièrement, il était préjudiciable la situation actuelle aux clients et aux employeurs et en même temps aux professionnels eux-mêmes. Et il disait l'intérêt public est mal influence sur les canaux de communication et d'action dans une société dominée par les médias sont incompétents pour ne pas dire davantage. Les professionnels des relations publiques doivent être prêts à rendre des comptes et assumer la responsabilité de leur influence. Et il est intéressant de noter que même des professionnels chevronnés qui s'opposaient jadis à la reconnaissance professionnelle modifient un peu leur opinion. Et j'en veux pour preuve la déclaration de Harold Burson, qui était le fondateur de Burson Marsteller, qui était pendant longtemps le plus grand cabinet en relations publiques au monde. Et il s'est adressé au sommet mondial en 2006 de l'ICO, c'est l'International Communication Consultancy Organization, qui chapeaute à peu près 150 à 900 cabinets de relations publiques dans le monde. Et je voudrais vous lire ce qu'il a dit. Ça résume très bien la situation d'un nombre de professionnels en relations publiques aujourd'hui. La reconnaissance professionnelle des relations publiques est évidemment un sujet controversé. Je soulève la question car je ne peux pas penser une profession qui ne soit pas reconnue par un gouvernement. La médecine, le droit, l'ingénierie, l'architecture ont toute cette reconnaissance et je sais que certains pays reconnaissent maintenant les relations publiques. En fait, le sujet de la reconnaissance professionnelle a fait débat parmi les praticiens en relations publiques aux États-Unis dans les années 60, 70 et 80. Bernays était son plus grand défenseur. Bien que jeune et relativement inconnu, je m'opposais à la reconnaissance professionnelle. Je m'opposais parce que je croyais que les relations publiques et la firme que je dirigeais seraient mieux servies. Au cours des années, cependant, je me suis souvent demandé si le statut des relations publiques ne serait pas différent aujourd'hui si on avait obtenu la reconnaissance professionnelle il y a 20 ans. Bien que je ne sois pas encore prêt à supporter une initiative en faveur de la reconnaissance professionnelle, ma position actuelle est que des groupes comme l'ICO et ses organisations membres devraient prêter une attention toute particulière à ce sujet. Le défi est clair, les professionnels des relations publiques n'obtiendront probablement pas le statut qu'ils désirent et méritent, à moins qu'ils n'obtiennent un témoignage extrêmement important.
Je vous dis un mot sur l'expérience maintenant des pays qui ont déjà la reconnaissance professionnelle et je m'inspire de certaines analyses, dont celle de Juan Carlos Maleda, qui est le vice-président du Bureau consultatif sur les initiatives globales de la Public Relations Society of America, la PRSA. Et c'est des sondages qui portaient sur, qui étaient auprès des professionnels et qui portent sur leur opinion de la reconnaissance professionnelle dans leur pays. Et je vous signale, entre autres, les résultats du sondage mené auprès des professionnels au Brésil, le Brésil ayant été le premier pays en 1967 à avoir la reconnaissance professionnelle des relations publiques. Et c'est un pays important, c'est un pays du G20, donc c'est à considérer sérieusement. Et le sondage, en 2 mots, les professionnels considèrent que la reconnaissance professionnelle a été extrêmement bénéfique, tant pour les clients que pour les organisations, qu'elle doit être absolument maintenue, et en même temps, et qui disent qu'elle a donné aux professionnels des relations publiques une certaine sécurité, de la légitimité, de la crédibilité, tous des résultats du sondage. Et en même temps, cela ne les empêche pas d'exprimer certaines réserves. La loi, disent-ils, est souvent violée, sans sanction, faute d'avoir des ressources pour répondre aux nombreuses plaintes qui sont formulées. Il semble que plusieurs utilisent d'autres noms que celui de profession publique pour échapper à la législation, totalement différente chez nous. Et ils ajoutent que la définition des relations publiques est trop succincte et prête trop le flanc à l'interprétation. Alors, l'expérience, en gros, demeure positive, mais on constate que dans un domaine psychosocial comme le nôtre, il demeure difficile, même s'il existe une législation, de prévenir l'intervention de personnes non reconnues dans notre champ d'exercice. Alors, je conclus en vous disant que la reconnaissance professionnelle des relations publiques par l'État aurait certains mérites. Un, de faire accepter une définition commune qui obligerait les à en convenir et une définition qui sera acceptée également par la société du fait même. Deuxièmement, de confirmer que les professionnels en relations publiques s'engagent à respecter la vérité et à exercer de manière responsable au risque d'avoir des sanctions publiques. Je sais qu'on a déjà un code d'éthique dans les associations professionnelles, mais on l'a signalé souvent. Son application est extrêmement difficile et il est difficile aussi d'avoir des sanctions. Ce que, normalement, dans le cadre d'une profession, il est davantage possible de faire. Troisièmement, à mon avis, ça permettrait de protéger l'intérêt public en nous distinguant davantage de ceux qui manipulent davantage l'opinion par une communication unidirecte excessive, le tripotage de la vérité, disons-le bien franchement, et qui cherchent souvent à tromper volontairement le public. Alors, le public, dans le genre de société dans lequel on vit, ça devient un problème de plus en plus grave. C'est ce qu'on appelait jadis le viol des foules. Donc, il est possible aujourd'hui avec des manipulateurs compétents, et il y en a, j'ai entendu notamment à Londres, dont je pourrais vous parler, mais je n'ai pas le temps. Là. Mais alors, si il est possible, en ayant une reconnaissance professionnelle, au moins de distinguer ceux qui exercent ce qu'on pense qu'est la profession de relations publiques et les autres. Et finalement, ça permettrait d'assurer aux professionnels des relations publiques leur confier la légitimité et la crédibilité auxquelles ils ont droit et qui est, à mon avis, de plus en plus menacée. Alors, il m'apparaît souhaitable que le débat soit ouvert. On le fait ce soir notamment. Et même si certains comme moi peuvent trouver que c'est un peu une rengaine parce qu'on entend, je pense que c'est de plus en plus d'actualité. Et j'espère qu'on pourra en parler davantage dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Le débat est donc ouvert. We'll now ask Eric to address the audience.
I have a confession to make. I was born and raised in Alberta, so I unfortunately have to do this in English. I had some phrases prepared. My son is at the University of... This one up higher? Okay. I had some phrases prepared. My son is doing a double major at the University of Western Ontario in business and in French. We worked this past weekend. And my daughter, who is at the University of Ottawa, who's studying communication studies in French, called on Sunday night. I thought, this is a perfect opportunity to try out some of my new phrases. Now, when my daughter went to Ottawa last September, she called me and said, you know, Dad, I've been taking French since I started in school, and I want to thank you for that. But now that I'm in Ottawa, I really don't understand most of what these people are saying. And after a while, we had a wedding at the end of September, and she said, you know, I've discovered I now know how to speak 4 languages: English, French, Spanish, and Quebecois. It appears she met a young man from the Gaspé, and the language barrier didn't become a problem after a period of time. So all I can tell you is that the sins of the parent have not been visited upon the children. What we're talking about today is certification of public relations, of elevating our industry, our occupation, to that of a profession. Now, I've been part of IABC's International Accreditation Council for the past 11 years. I'm currently past chair, and my term as past chair ends at the end. Smiling? Okay, good. Not supposed to smile too much. I hope nobody from IABC sees this, but and I've had the pleasure of working with communicators from Sydney, Australia, from India, from Hong Kong, from Geneva, France, South Africa, across Canada and the United States. And I was also very fortunate to lead a delegation to Shanghai to bring the accredited business communicator process to Shanghai Public Relations Association in the fall of 2007. I'm getting old as the years start to fly by. And I know that I was supposed to talk about IABC's accreditation process tonight, but I can't really do that because a proposal was recently submitted to change the ABC. I can't talk about it, and quite frankly, I don't really know what the ABC is going to look like after our meeting in San Francisco in June. So what I'd like to do is expand and talk about why I actually believe that as an industry, as an occupation, we're not quite ready for professional status. Now, I don't think we're going to see it necessarily in my lifetime. I'll be interested to see what happens here in Quebec. But that doesn't preclude from the people working in our occupation, in our industry, from being professionals. Now, professionalism of PR is something I've thought about a lot over the years. I first encountered the subject at the Canadian Public Relations Society conference in 1983, when I was about a year into my career. I'm heartened to see that most of you were alive in 1983. In 1999, I attended the International Association of Business Communicators conference in St. John's, Newfoundland, and was part of a panel that talked about communication, profession or not. And I was one of 4 panel members, very similar to today, actually. And we had a lively debate, and we thought we were solving most of the world's problems. At one point, one of the participants, one of the audience members, said to us, well, I hate to bring you folks back to earth, but I've been in this business a number of years, and we've been having this conversation for a long period of time, over and over and over again. And maybe it's just time we got on with our jobs and got on with helping our clients. And I think there's some value to that. Because what I'm going to talk about, the areas where I think as a profession we're a bit lacking, we can shore those up as professionals. So that doesn't stop anybody here from doing the things that need to be done to enhance your ability to serve your clients effectively and be able to help them do the right thing to then communicate those actions to the outside world, the inside and outside world.
So what I'm going to do is talk about three things. First, I want to talk about the elements or components of a profession. Academia recognizes certain components of a profession. I want to review those very quickly. Second thing, I want to talk about two areas where I think we're weak as an industry, as an occupation. And the third thing I want to do is talk a bit about how we can get to where we need to be as a profession, and throw out an idea that I think has been important to me and resonates with some people, but some people kind of go blank, so I'll be interested to see if anything gets lost in the translation tonight. So defining a profession. There are 45 recognized professions in Quebec, is that correct? And there has been a trend for about 40 years for occupations to become professions. So traditionally we had doctors, we had lawyers, we then got accountants, we have nurses, we have pharmacists, we have engineers, chartered financial analysts, and project management professionals. The list is growing constantly. Those of us who have been around for a while know that. Cut Lippin Center, who wrote the book Effective Public Relations, which has been required reading in many public relations programs. I encountered it in the early 1980s. In their 1985 edition, they identified 5 specific standards that need to be achieved for an occupation to be recognized as a profession. First, there has to be specialized education. There has to be a body of knowledge. You have to attain the knowledge and skills based on theory that's developed through research or research that corroborates theories. There's an emphasis they put an emphasis on knowledge over skill, but I think the two have to work together. I don't know about you, but I don't want a physician who's read about it in a book. I don't want to cross a bridge that an engineer mathematically calculated and nobody has verified that the darn thing will still be there in 25 years. Second is there has to be production of unique and essential service. Now, if you think about some of the things that we do, how essential is it? If all of the PR people in the world suddenly disappeared, would the world still go on? I think some of them are essential, but I also see, and this is where, the discussion, which comes first, the chicken or the egg, many people who operate in and around our business, you don't have to go any further than Ottawa to find some of those people, who are giving advice who really don't know what they're doing. There has to be emphasis on public responsibility, on social responsibility, on public service. In other words, you have to sometimes put the social need above the individual or the organizational need. And there has to be autonomy. Autonomy has to be combined with personal responsibility. Best way that I think of this one is if the head of PR of a publicly traded corporation resigned suddenly, just before the announcement of the company's quarterly or annual results, and you had that one-line news release, resigned to pursue other interests. If the stock price dropped 30%, I think we would have arrived and be ready for professional status. And finally, most importantly, there has to be an enforceable code of conduct, professional standards, or ethics. Now, where do we fall short? Well, there are a number of areas, and I could talk about a number of generalities. There's at least one person in this room who knows my thoughts on stay on message. Anybody here told their executives to keep bridging to their key message? I heard somebody, a media trainer from the States, say that the best way to practice that is in your daily life. I do not want to attend a party with that person. There's no way. But the fact of the matter is, folks, there is no empirical evidence that supports stay on message as an effective strategy in our business. In fact,
those of you who are interested, I have an 8,500 word essay that I would like to send to you where I tear that concept apart. From everything from discourse ethics to support in academia if you're interested, whether or not it's actually ethical based on codes of ethics and professional standards from associations around the world. If you're interested, I'll be happy to send that to you. But the two areas that are most important is an enforceable code of ethics, an actual body of knowledge. There is only one association in our business that I'm aware of that has an enforceable code of ethics. Charter Institute of Public Relations in the UK. To get their charter, they had to say they had an enforceable code of ethics. Of course, to the best of my knowledge, the rubber hasn't yet met the road. They've never had to enforce it, which is the true test of enforceability. The Canadian Public Relations Society, the International Association of Business Communicators have voluntary codes of ethics and professional standards. So does the Public Relations Institute of South Africa, the Public Relations Institute of New Zealand, the Public Relations Institute of Australia. Public Relations Society of America, for 50 years, tried to have an enforceable code of ethics, and 5 or 6 years ago went to a voluntary code because, quite frankly, they simply couldn't provide any level of enforcement that was beyond what the courts could actually do. So we could debate whether or not physicians actually censure themselves. If there is a bad physician, does that person get weeded out or do they close ranks? We can debate that. But at least they have the facilities to try. We don't have that, other than the Charter Institute of Public Relations, that I'm aware of worldwide. The second area is the body of knowledge and the application of that body of knowledge. Now, Cutlip and Center talked about theory being important, and yes, I believe theory is important. But again, I want the person, the CFA, who's looking at my portfolio to give me good advice that has a chance of beating the industry average. Although one could say with all the CFAs in the world and record numbers writing, how did we get into this current mess in the first place? I bet I'm going to get an email about that one. If we can't apply the body of knowledge, we're no good to the society we're supposed to serve. Absolutely. Now, where do we go? Any push towards certification, any push towards professional status must involve an enforceable code of ethics. Without it, you cannot achieve that professional status. The second is the body of knowledge. And this is where, if you're staying on message, you're applying the public information model of public relations, and James Grunig and his colleagues have said that it is a practicable model. But to get beyond that, you have to look at two-way asymmetrical communication and the best model, which is two-way symmetrical communication. Not enough of us understand the concept of two-way symmetrical communication. In other words, we're often too focused on inputs rather than outcomes. Best way I like to explain that, anybody here ever told their kids to turn the light off in their room? How many times have you told them? Well, that's an input. What you need to do is focus on changing the attitude, the opinion, or behavior. So what I do now when my son comes home from school for the summer, and I did this yesterday, it was the third time, and I bet I don't have to do it again for the rest of the summer. Andrew! And he's on the other side of the house. Yeah, Dad? Come on up here and turn the light off in your room. But you're right there, Dad. Really? I didn't leave it on. So he has to unwind his 6'7" frame from the couch where he's enjoying watching television and walk up the stairs and turn the light off. I find I only have to say that 3 or 4 times, and I change the behavior. So our body of knowledge has to be focused on attitudes, opinions, and behavior, and either changing them or forming them or reinforcing them in a responsible way. And this is
the idea I want to throw out. The thing that we should look at as developing as a body of knowledge is to become conscience counselors for the organizations we serve. Ivy Lee, when he was helping the Rockefellers, said to them two things. Number one, you have to do the right thing. Number two, when you do that, I can tell everybody about it. And there is an opportunity, there is an opening for us to do that, and I would like to see us pursue that. So in conclusion, because there are identifiable requirements of a profession, because I think we fall short on a couple of areas, but I think there is an opportunity to pursue some areas, but I'm not quite sure it's going to happen in the remainder of my working career. And I have more years behind me than ahead of me. Although I must admit, I did say, I'm very heartened being on with this group because it's not often anymore I'm the youngest person on the panel. I don't know if professional status is attainable, but I believe that doesn't preclude us from being professionals. And quite frankly, having professionals or people acting in a professional manner is at the core of any professional status anyway. Thank you. Thank you very much, Eric. Monsieur Sparer, vous allez nous ouvrir la porte. Mesdames, Messieurs, vous m'entendez? Ouais. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parfait. Alors, bonjour. J'aimerais remercier tout d'abord Bernard Motulski. Je me doutais que quelque chose organisé par Bernard Motulski serait passionnant et sympathique. Et je le constate maintenant. Je le remercie. Je le connais personnellement depuis plus de 20 ans parce qu'on s'est connus lorsqu'il était le bras droit du ministre responsable de l'application des lois professionnelles au gouvernement du Québec. Et j'aimerais remercier aussi Amélie Lefort, communication, et qui est sans doute, là, je l'ai constaté aujourd'hui, une des meilleures expertes en communication à l'est du Mississippi. Donc, je tiens à préciser que je ne suis pas ici ce soir en tant que représentant de l'Office des professions du Québec, dont j'ai été le fonctionnaire pendant près de 20 ans, ni pour préjuger de l'orientation que pourrait avoir l'Office des professions à l'égard du sujet qui nous occupe ce soir. On m'a en effet invité simplement pour décrire dans les grandes lignes le système des ordres professionnels au Québec et les principaux paramètres de la réglementation des professions. Alors, si vous permettez quelques instants de remonter en arrière de 30 ou 40 ans, pour expliquer peut-être l'origine du Code des professions. Après des décennies de croissance ininterrompue, il était apparu alors aux économistes que le maintien de cette croissance était lié tout autant à la protection des consommateurs qu'à l'énergie des producteurs. Parallèlement, Ralph Nader, à l'époque, je vous parle des gens de ma génération, des anciens, Ralph Nader avait lancé une croisade spectaculaire aux peut-être ce qu'on appelle maintenant la protection du consommateur ou le consumérisme. Alors, ça a donné lieu à toutes sortes de programmes de socialisation du risque et de protection qu'on a vus au Québec. Et parmi ces programmes, l'État au Québec a décidé, au début des années 70, de protéger le public dans ses relations avec les professionnels. Tout simplement parce que les relations avec les professionnels sont des relations déséquilibrées, puisque le professionnel, d'une part, détient un pouvoir ou un savoir que n'ont pas les autres, c'est-à-dire les patients ou les clients. Alors, pour rétablir l'équilibre dans cette relation autant que possible, l'État a créé au Québec un système de règles, d'institutions, de mécanismes qui garantissent au public la compétence et l'intégrité des professionnels et qui donnent au public des recours en cas de problème. Alors ainsi, en 1974, au siècle dernier,
sont entrés en vigueur ou en fonction une loi cadre, toutes sortes de mécanismes, mais également 38 ordres professionnels créés par la loi, avec pour principale raison d'être la protection du public. Alors, ce sont des organismes extrêmement décentralisés puisqu'ils sont composés de membres de la profession et dirigés par eux-mêmes selon un mécanisme électif. Les professions sont aussi auto-réglementées, auto-financées et autodisciplinées. On reviendra sur les conséquences de cela tout à l'heure. Quant à elles, la présence de l'État est limitée, ayant confié aux professionnels eux-mêmes le soin de se réglementer, de se financer, de se discipliner, etc. L'État a néanmoins créé un organisme gouvernemental de surveillance, l'Office des professions, qui est, toute proportion gardée, une structure très légère, une quarantaine de fonctionnaires, en regard d'un ensemble qui compte à présent 45 ordres et plus de 330 000 membres. Alors, je vous signale d'ailleurs qu'en 35 ans, depuis, on n'a créé que 7 ordres seulement. Chaque ordre professionnel reçoit de la loi la responsabilité principale de protéger à cette fin le devoir de se doter de plusieurs règlements. Le code de déontologie et toutes sortes de règlements, il y en a une douzaine par ordre, mais il doit se doter également de mécanismes importants. Alors, c'est un conseil d'administration, une présidente, un directeur général, un comité exécutif, un syndic, qui est l'enquêteur de l'ordre, également des comités d'inspection professionnelle, un conseil de discipline, un comité de révision des plaintes. Bref, j'arrête ici parce qu'on va déborder. Cela dit, la création d'un ordre professionnel vise-t-elle la reconnaissance de la profession? La réponse, à mon humble avis, est non. C'est tout simplement une mesure de réglementation de la profession. Alors, certes, la loi confère aux membres des ordres le privilège d'un titre qui leur est réservé et, au besoin, c'est l'article 26 qui vient d'apparaître, leur confère l'exclusivité de certains actes. Mais sur le plan pratique, l'effet immédiat de créer un ordre professionnel est de confier aux membres du groupe ainsi constitué une quantité importante de devoirs, de responsabilités, toujours en vue de la protection du public. Alors, l'article 25 du Code des professions fournit quelques facteurs à prendre en compte lorsqu'il s'agit de considérer l'opportunité de réglementer une profession. Il s'agit d'abord, le principal critère au départ, c'est la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens si le professionnel n'était pas contrôlé. Il s'agit ensuite des connaissances requises pour exercer les activités en question. Il s'agit aussi du degré d'autonomie dont jouissent les personnes qui fournissent ces services et de la difficulté de porter des jugements sur les actes posés en regard, en raison, vous savez, du déséquilibre de la relation qu'on évoquait tout à l'heure. En quatrième lieu, il y a le caractère personnel des rapports entre le professionnel et le client ou patient. Et enfin, il s'agit du caractère confidentiel des renseignements que les professionnels sont appelés à connaître dans l'exercice de leur profession. C'est la base d'existence de la règle du secret professionnel. Alors, cette liste n'épuise pas toutes les considérations qui peuvent, selon chaque cas, être pertinentes, mais elle donne déjà une idée du cadre conceptuel principal pour toute réflexion sur ce sujet. Réflexion très bien engagée, d'après ce que je vois dans votre milieu, et réflexion qui devrait être très fructueuse. Le fait de réglementer une profession, notamment en réservant un titre ou des activités, est un acte important de l'État. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est une décision lourde de conséquences qui ne peut trouver de légitimité que s'il existe dans l'activité professionnelle dont il s'agit un danger, un risque réel pour le public. En l'absence d'un tel danger, l'appréciation des 4 autres facteurs n'est que théorique et, pour ne pas dire inutile. C'est une autre façon de dire, plus prosaïquement, qu'on ne passe pas à la deuxième question s'il n'y a pas de danger. Imaginons, pour formater un peu la réflexion, imaginons que la démonstration du risque pour le public soit probante et que l'activité réponde aux 4 facteurs
dont on vient de parler. Il convient alors de vérifier que le risque en question n'est pas déjà contrôlé ou jugulé ou conjuré par des lois ou des réglementations déjà en vigueur. Il ne faut pas dédoubler les choses. Imaginons cette fois que le risque existe et que n'existe pas encore de législation quelle qu'elle soit pour le conjurer. Alors la question est la création d'un ordre professionnel en vertu du Code des professions est-elle la solution bien adaptée à cette situation pour protéger le public? Enfin, dernière étape, si l'appartenance à un ordre professionnel apparaît comme la forme la plus adaptée d'encadrement de l'activité en question pour la protection du public, est-il opportun de créer un nouvel ordre professionnel ou n'existe-t-il pas déjà un ordre professionnel dont le champ d'activité est suffisamment connexe pour envisager une intégration du groupe à un ordre existant? Alors vous comprenez déjà que le schéma que je viens de vous tracer n'est qu'un schéma parce qu'il y a de très nombreuses variables inhérentes aux particularités de la situation du groupe en question et qui viennent colorer, infléchir éventuellement le gouvernement a créé ou ne pas créé professionnel. Vous trouverez au site de l'Office des professions, vous trouverez facilement dans la rubrique documentation un nombre important d'avis donnés depuis plus de 20 ans au gouvernement sur l'opportunité de créer un ordre professionnel dans tel ou tel domaine. Vous y verrez à l'occasion le pragmatisme qui accompagne l'analyse de tous ces facteurs à prendre en compte. Ce pragmatisme consiste d'abord et avant tout à tenir compte de la conjoncture, des faits particuliers et de tenir compte du caractère réaliste ou applicable de la solution qui théoriquement était dans les rêves du groupe demandeur. Je vous citerai par exemple un seul exemple de cela qui n'a pas abouti à un ordre professionnel, c'est celui des journalistes. Chaque année, pendant très longtemps, à peu près à la même date, je recevais un appel fort intéressant, tout à fait charmant, de la part de gens qui disaient voilà, nous sommes la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et notre congrès s'en vient, je prépare un discours, j'aimerais peut-être, je cherche des choses, peut-être on pourrait parler d'un ordre professionnel des journalistes. Alors, et la question était donc, pourquoi n'aurions-nous pas un ordre professionnel des journalistes? Bien évidemment, les journalistes sont d'abord tout dévoués à une saine information du public, mais accessoirement, ils étaient intéressés et même très intéressés à la protection de leurs sources et ils recherchaient par le biais du secret professionnel, qui est le devoir absolu des 320 000 professionnels, la possibilité d'échapper à une contrainte de dévoilement de leurs sources. C'était un peu ça. Alors ces personnes ont été invitées à réfléchir à des choses très pratiques touchant justement l'applicabilité des règles qui viennent d'ordinaire avec un ordre professionnel. Exemple, comment les journalistes vivraient-ils la réalité d'un syndic de l'ordre, enquêteur, qui viendrait les voir pour faire enquête sur leur comportement, est-ce qu'ils aimeraient ça? Et qui leur poserait des questions, exigerait des documents sous peine de radiation, n'est-ce pas? Alors, comment vivrait-il à l'idée de se retrouver devant un conseil de discipline de l'ordre pour rendre compte de la façon dont ils ont exercé leur profession à l'occasion d'un article ou d'un reportage? Imaginons par hypothèse que la profession de journaliste soit rassurée de voir un confrère ou une consoeur délinquante ou délinquant traduit en discipline et même radié par le conseil de discipline de l'ordre. Quelle va être l'application pratique et la conséquence pratique d'une telle radiation? Le journaliste ne pourrait-il plus porter le titre? Qu'en est-il de la liberté d'expression garantie constitutionnelle à laquelle sont attachés les journalistes eux-mêmes? Alors, par pure spéculation, sans prétendre donner un avis juridique, on peut imaginer, par hypothèse, que si un journaliste était privé de son droit au titre professionnel pour avoir donc radié, pour avoir dit ou écrit quelque chose dans les médias, il serait porté à invoquer immédiatement les droits constitutionnels à la liberté d'expression pour faire casser la décision dont il a fait l'objet ou même faire déclarer anticonstitutionnelles par les tribunaux les dispositions qui semblaient permettre une telle sanction.
Ainsi, on voit dans un cas de ce type la création d'un ordre professionnel produirait, dans ce cas-là en tout cas, des règles d'application difficiles et engendrerait aussi des effets ou des contraintes que ne supporterait peut-être pas le groupe qui avait initialement demandé d'avoir un ordre. Alors, comme on vient de le voir de façon schématique, la création d'un ordre professionnel n'est pas une mesure de reconnaissance des mérites de tel ou tel groupe. C'est avant tout une mesure de réglementation de la profession pour la protection du public, avec toutes les contraintes que nous venons d'évoquer à la volée. La reconnaissance et le prestige liés à l'appartenance à un ordre professionnel sont des effets accessoires et peut-être même incertains de la création d'un ordre professionnel. Alors, quant à l'espoir d'utiliser un ordre professionnel pour contrôler un groupe ou encore pour avoir plus de poids dans la négociation de conditions de travail, ce n'est pas l'objet du système professionnel et un ordre n'est assurément pas le meilleur véhicule pour atteindre ses objectifs. La réflexion doit donc partir en tout état de cause des besoins de protection du public et je vois que grâce au talent de nos conférenciers et de Bernard Motulski, c'est bien sur cette base pertinente qu'a commencé cette réflexion prometteuse. Alors en conclusion, rappelons que le cadre général du Code des professions permet de protéger le public, mais ce cadre suppose que la situation à réglementer soit avant tout caractérisée par un risque important pour le public et par la possibilité d'appliquer de façon réaliste des règles adaptées au but poursuivi. Encore une fois, je suggère à un groupe qui envisage de se retrouver dans ce cadre de réglementation de vérifier ce risque et de réfléchir sur le caractère applicable ou pas, désirable ou pas, des règles et des mécanismes qui accompagnent d'ordinaire le régime du Code des professions. Alors, par contre, le système des ordres tel qu'il existe peut être une base de réflexion pour inventer autre chose. On peut se dire aussi que l'excellence aussi crée des normes qui deviennent socialement incontournables. Alors, signalons en tout état de cause qu'il existe des modèles alternatifs, des modes alternatifs pour poursuivre les objectifs, promotion de votre profession, y compris pour faire prévaloir des normes éthiques et de qualité qui vous sont chères. Mais ça, c'est un autre débat et je suis sûr que Bernard Motulski et la chaire de communication regorgent d'idées et de références pour vous orienter dans cette discussion sur les modes alternatifs. Alors, merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel. Je pense qu'on est tous un peu plus éclairés. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à l'extérieur? On peut y aller avec la première question? Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette conférence très intéressante. J'avais effectivement une question, en fait, plutôt une réflexion sur finalement les résistances face à cette reconnaissance professionnelle. Je suis pas la seule à être pour une reconnaissance professionnelle des relations publiques. Et finalement, je me demandais quels pouvaient être qui sont opposés en fait à la reconnaissance professionnelle. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient opposés à ça? Vous avez l'air de dire que ça fait longtemps que le débat est mis sur la table, donc je voulais savoir un peu qui étaient les opposants. Merci. Oui. Mais écoutez, si je vous ai bien compris, vous demandez quelles sont les résistances qu'on peut rencontrer pour la reconnaissance professionnelle. Je peux peut-être vous parler de ma petite expérience. Il y a de ça déjà une couple de décennies, n'est-ce pas? Je présidais une association de la Société des relationnistes du Québec et on avait fait une approche auprès de l'Office des professions pour voir s'il était possible de considérer une démarche de reconnaissance professionnelle. Et on nous avait un petit peu découragés en avançant un certain nombre de raisons, évidemment l'intérêt public, puisque c'est moins évident que les
professionnels de relations publiques, disons, doivent être plus surveillés par rapport à l'intérêt public que les médecins et les infirmiers. Mais il y a toute une série d'autres règles, peut-être que j'espérais pour le confirmer, en tout cas à l'époque, qui étaient, il fallait que ce soit une majorité d'individus, des gens qui faisaient aussi affaire avec le public, donc ce qui n'est pas le cas des gens qui travaillent dans une entreprise, mais c'était le cas évidemment des cabinets en relations publiques, ça s'appliquait très bien, et etc. Et évidemment, du côté des gens de relations publiques, comme je l'ai un petit peu esquissé, surtout aux États-Unis, la sacro-sainte liberté d'opinion, le premier amendement aussi. Toujours est-il qu'on disait on ne veut pas d'intervention gouvernementale, on veut pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'on veut. On est dans un domaine créatif, entre guillemets. Et on ne voit pas comment on va se doter d'une réglementation qui va vraiment poser des barrières. Voilà. Quelques esquisses de réponse. Merci. Je pense qu'on a une question par Internet aussi. Oui, une question pour Bernard. Comment fait-on pour faire comprendre à l'employeur que nous ne sommes pas en compétition avec les autres, mais plutôt que nous sommes là pour les aider? C'est une belle question. On est là pour les aider. Tous les professionnels sont là pour aider leur employeur. Je veux dire, chacune des fonctions à l'intérieur de l'organisation va concourir à aider l'organisation à atteindre ses objectifs, à atteindre ses buts et à réaliser ce pourquoi elle est présente. Quiconque a travaillé dans un environnement corporatif sait très bien que devant un enjeu dans lequel il y a une dimension communicationnelle, il y a d'autres dimensions qui vont s'affronter et il y a un arbitrage à faire entre l'ensemble donc des professionnels qui interviennent sur un dossier. Quand on a travaillé par exemple sur avec des bureaux d'avocats, et il y a toujours un enjeu juridique et un enjeu communicationnel qui peuvent être confrontés, et souvent, je vais dire simplement, mais pour les avocats, on dit rien, puis pour les communicateurs, on dit tout. C'est dans ce sens-là que les perspectives selon lesquelles on aborde des problèmes sont différentes selon que l'on les aborde sous l'angle du communicateur, qui, lui, a les journalistes qui lui courent après, a les clientèles, a les publics qui veulent en savoir plus long, puis à côté de ça, on a d'autres professionnels qui regardent les problèmes et les situations sous un autre angle. Alors, je pense que ça fait partie de l'activité professionnelle que, oui, c'est sûr qu'on est là pour aider, mais à partir du moment où on regarde une organisation, et moi, c'est une expérience que j'ai la chance de pratiquer depuis 4 ans, comme président du Conseil de l'Autorité des marchés financiers, ça m'a permis de vous regarder une organisation à partir d'en haut et de voir la place que les communications occupent, mais ce n'est qu'une des pattes et pas toujours la principale sur laquelle on peut s'appuyer. Et ça, faut être en mesure de le comprendre pour savoir que la pratique professionnelle des communicateurs doit s'inscrire dans la connaissance et la compréhension des autres problématiques professionnelles. Et je ne parle pas à ce moment-là de ce qui constitue les enjeux budgétaires, mais quand vient le moment de négocier la répartition des ressources, c'est évident qu'on est en compétition pour le partage des ressources avec les autres fonctions des différentes entreprises. Et on le voit que les entreprises, selon leur nature, les entreprises inscrites à la bourse, par exemple, ont des obligations de communiquer qui font en sorte que la fonction communication ait une place qui est au moins définie par la loi. Les entreprises privées, pensons aux holdings, puis c'est toujours intéressant parce qu'on voit que les holdings comme Power Corporation, BCE, George Weston, sont des entreprises qui ne sont pas populaires, qui ne sortent pas bien dans les classements. Ce sont des entreprises dont la fonction, à l'intérieur de laquelle la fonction communication est pratiquement inexistante et le fait qu'elle soit inexistante, ça ne nuit pas du tout au développement de l'entreprise. Au contraire, c'est pas dans sa dynamique. Des entreprises, au contraire, comme Bell, Vidéotron, qui sont très présentes auprès du consommateur, ont une dimension communication. Bien sûr, communication marketing, mais communication institutionnelle aussi, qui est importante, majeure, et qui va avoir un effet sur
les choix que l'entreprise va faire. Alors, les communicateurs, et quel que soit l'environnement dans lequel on travaille, il faut qu'on comprenne cet environnement-là, il faut qu'on soit reconnu pour nos compétences, mais il faut aussi qu'on accepte qu'il y a d'autres perspectives et d'autres points de vue. Avant de passer à la prochaine question, je pense que M. Sparrer voulait compléter la question qui avait été posée en salle précédemment. Tout simplement quelques mots. M. Dumas relatait son expérience avec le fils il y a pas mal d'années. Je dois dire, pour préciser un peu les choses, peut-être que, et bien sûr, il y a les facteurs dont on vient de parler, l'article 25, l'article 26, mais comme je disais, il y a beaucoup de circonstances dont on doit tenir compte. L'une des circonstances, et dont vous parliez d'ailleurs dans votre conférence, c'est par exemple la difficulté de saisir le champ d'activité. Si on n'est pas capable, à un moment donné, de bien saisir le champ d'activité du groupe qui demande la constitution en ordre professionnel, ça devient très, très difficile de réglementer. On réglemente sur quoi? On réglemente qui est à l'intérieur du cercle, qui est à l'extérieur du cercle. Il faut donc se donner et ça a été le cas, par exemple, dans un gros dossier ces dernières années pour les psychothérapies. Comment réglementer les psychothérapies? L'une des grosses problématiques qu'on avait à traiter, c'était d'abord de savoir comment on pouvait définir la psychothérapie. Où ça commence, où ça finit. Parce qu'un jour, un enquêteur qui doit faire une enquête sur un membre, il doit savoir est-ce qu'il est membre, est-ce qu'il n'est pas membre. S'il est membre, il est membre de quoi? Okay? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-il membre? Pourquoi devrait-il être membre? Donc, ça fait partie des choses, des mille et une choses dont il faut tenir compte, je crois. Et juste sur ce point-là, je vais passer quand même un message. Il y a une dimension, une activité, par exemple, qui ne nous est pas contestée. Il y en a beaucoup qui peuvent nous l'être, mais qui n'est pas contestée, c'est les relations de presse. Dans les organisations, dans les entreprises, il n'y a personne qui est intéressé à faire des relations de presse, autre que les gens dont c'est la profession qui ont cette expertise-là. C'est un exemple. Il y a d'autres champs qui nous sont censés être complètement exclusifs, mais qui ne nous sont pas, dans lesquels on est moins en compétition. Mais je pense que les relations de presse, et c'est là où la dimension aussi, je dirais, publique. Moi, ce que je vois, c'est que quand on fait des déclarations, quand on devient le porte-parole, on a une responsabilité professionnelle et personnelle dans ce que l'on dit, qui va au-delà de la ligne de presse qu'on nous a demandé de répéter. Notre responsabilité professionnelle va au-delà parce qu'on devient le véhicule par lequel on informe le public. Et ça fait partie des réflexions à... Mais je pense qu'il y a d'autres questions. Une question derrière. Oui, c'est important dans les milieux, puis relations publiques, peu importe le domaine des communications dans lequel on œuvre, avoir une reconnaissance professionnelle. Est-ce qu'on veut un ordre professionnel, faire partie d'un ordre, c'est autre chose. Avoir une espèce de reconnaissance de la profession de ceux qui exercent, c'est quelque chose qui est souvent reconnu dans le milieu, qu'on exige peut-être un certain nombre de cours, un certain nombre de choses à faire, etc. Un ordre professionnel, puis je ne connais pas l'ensemble des 45 ordres présents au Québec, mais j'en connais quand même pas mal. Ce sont des gens qui sont souvent seuls, qui ont souvent des décisions qu'ils prennent eux-mêmes avec des calculs, des choses qu'ils font, puis ils sont responsables de ce qu'ils font. Quand tu es relationniste dans une grande firme, ce soit de l'information, tu transmets de l'information, puis bonjour, la firme que tu as présentée comme étant la meilleure, etc., fait faillite, puis tu ne savais même pas toi-même comme relationniste que ce que tu disais n'était plus ou moins vrai. Tu ne contrôles pas beaucoup l'information que tu diffuses. Tu en contrôles une partie, tu essayes de savoir, tu te renseignes. À un moment donné, il y a une grande partie de ce que tu communiques ou que tu fais qui t'échappe ou que tu penses que c'était vrai, puis que tout à coup, tu découvres que ce n'est pas. Fait que je trouve, moi, que dans le domaine des ordres professionnels, c'est souvent des gens qui sont en maîtrise d'une certaine partie de ce qu'ils font. Ils sont maîtres de cette partie-là, ils sont responsables, puis ils sont d'ailleurs jugés souvent sur cette partie-là et non pas celle des autres professionnels. Mais en quelque part, puis c'est ce que j'aime de ce que M. Dumas a dit, en quelque part, qu'on se cherche une espèce de reconnaissance professionnelle sur comment tu pratiques ce métier-là, comment tu peux entrer, comment tu peux y siéger, comment tu peux être reconnu par la suite comme étant un professionnel à jour ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et se retrouver dans un ordre professionnel, moi, ça m'inquiète un peu. La dernière chose, on dit que c'est l'aspect du public qui est un des principaux aspects à considérer. J'en suis très conscient.
Mais quand on regarde depuis quelques temps, puis on parle beaucoup d'éthique et de gouvernance en général, autant dans le public que dans le privé, ou etc., et je regarde des grandes compagnies qui disparaissent de ce temps-là avec toutes sortes de choses, puis qu'on le voyait venir à l'intérieur, peut-être à quelques niveaux près, mais pas à l'extérieur. Je pense qu'il y a un danger pour le public dans ce qui est fait par le domaine des relations publiques. Et encore là, c'est pas celui qui transmet le message nécessairement qui est le principal responsable de ça. Dans certaines compagnies, les gens des relations publiques ont traduit pendant des années la force du domaine, par exemple, dans le domaine des communications ou autres, ou des grandes communications. Puis du jour au lendemain, la compagnie fait faillite, soit parce qu'il y a eu des gens à l'intérieur qui sont appropriés des profits ou qui ont mal transigé ou qui ont fait des choses. Là. Fait que je reconnaîtrais la reconnaissance professionnelle, mais pas nécessairement un ordre professionnel, parce qu'on ne contrôle pas souvent une partie des messages. Écoutez, vous avez peut-être raison, mais moi, ce qui me préoccupe davantage, et ça, c'est une évolution peut-être depuis un certain nombre d'années, c'est la systématisation, moi, ce que j'appelle la manipulation de l'opinion, qui se fait par des gens qui ne sont pas nécessairement, et souvent, des membres reconnus de qu'on appelle la profession des relations publiques, mais qu'on identifie aux relations publiques. C'est pas tout ce qu'on. C'est une opération de relations publiques. C'est une petite allure de propagande et puis de manipulation. Alors, quand on dit ça à la télévision, mais ça retombe sur nous. Et alors, c'est pas juste une question. Il y a une question de légitimité, une question de crédibilité. Et par rapport au public, si je regarde un certain nombre d'années devant nous, aura-t-on une société où tout va être manipulé, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique, elle est partout. En une journée, on défait des réputations, on lance des ballons, on fait comme Bush quand il a annoncé l'Irak, et c'est gros comme ça, mais ça passe comme dans le beurre, comme on dit en bon québécois. Mais c'est de la manipulation tu vois. Et nous qui sommes supposément des gens qui sont supposés tenir compte de l'opinion publique, mais je pense qu'on doit s'en préoccuper et essayer de au moins préserver, faire reconnaître pour ce qu'on est et ce qu'on n'est pas surtout. Et puis, en allant plus loin, d'essayer de protéger le public. Je ne sais pas si c'est l'État, je ne sais pas si c'est l'Office des professions, je ne sais pas qui, essayer de protéger le public de cette manipulation assez systématique à laquelle on assiste, à mon avis, depuis un certain temps. Je voudrais ajouter, je suis d'accord avec Marc, c'est pas évident que ce soit le cadre de l'Office des professions qui soit le seul. Je pense qu'avant de se rendre là, et puis c'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, puis de l'échange d'aujourd'hui, c'est d'abord de voir quelles sont les questions préalables auxquelles on doit répondre. Mais je pense, et si on fait la comparaison avec, par exemple, la responsabilité des comptables dans les faillites d'entreprises et dans les déclarations qui ont été faites, elle est évaluée. Et les ordres professionnels, la responsabilité d'un DBRS dans l'évaluation et la cotation des PCA, dans lesquels la Caisse a entre autres investi, c'est questionné aussi. On est dans un environnement dans lequel on impute de plus en plus de responsabilités à des actes auxquels auparavant, oui, le médecin, là, parce qu'il nous joue dans le corps, puis le dentiste, parce qu'il vient nous jouer dans les dents, mais le reste, c'est pas très grave. Là, on s'aperçoit que le fait qu'un comptable n'ait pas posé les questions qu'il aurait dû poser à son organisation pourrait impliquer sa responsabilité. Ça, c'est en train de changer. Je pense qu'en communication, on est à l'aube de ce questionnement-là et de cette responsabilité qu'on peut avoir. C'est-à-dire, est-ce que le communicateur, avant de faire une déclaration, s'est assuré et a posé les questions qui étaient nécessaires de poser? On est habituellement dans des situations de crise, par exemple, on est au cœur des cellules de crise, on sait ce qui se passe, et on a donc une responsabilité professionnelle qu'on met en cause à partir du moment où on va divulguer de l'information publiquement. C'est clair que ça ne s'appliquerait pas à toutes les situations professionnelles et à tous les niveaux. Mais je pense qu'il faut se questionner sur jusqu'où est-ce qu'on est imputable des gestes que l'on pose et quel est le modèle qui nous permet de l'intégrer. Le dernier point, c'est que ça peut constituer aussi une protection vis-à-vis de son employeur. C'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune protection professionnelle et un employeur peut nous demander de poser un geste que
éthiquement, on ne pense qu'on ne poserait pas. Si je n'ai pas cette profession que me donne mon appartenance à une association, un ordre, un regroupement qui va pouvoir me protéger dans une situation comme celle-là, éviter que je sois évacué puis remplacé par quelqu'un d'autre. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas cette protection-là. Donc, si on me demande de faire quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, j'ai le choix de démissionner puis d'attendre qu'il se présente autre chose. Je n'ai pas cette possibilité de m'appuyer. Je peux toujours dire, ben oui, mais le code d'éthique de la SQPRP me dit que je peux pas le faire. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose d'assez solide ou d'assez fort. Alors, je pense que la réflexion, elle va plus dans ce sens-là, sans compter les questions avec, je l'ai évoqué tout à l'heure, les blogs et les nouveaux médias. Donc, est-ce qu'on peut démarquer des communicateurs qui ont un saut professionnel de communicateurs, et il n'est pas question d'empêcher quiconque de communiquer, quiconque a le droit de communiquer, a le droit de le faire, mais est-ce qu'on ne devrait pas s'assurer qu'il y a des communications qui émanent de personnes qui sont certifiées, reconnues, encadrées, accréditées? C'est le genre de questions à suivre. Bonsoir, merci beaucoup pour cette magnifique soirée. Elle devrait être un peu plus souvent, ça devrait arriver un peu plus souvent parce qu'on parle beaucoup, nous les communicateurs, mais on ne parle pas assez de nous, je trouve. Alors, j'ai un petit commentaire puis quelques questions, mais sont très reliées. Premièrement, à propos de la réputation des communicateurs, des relationnistes. Moi, quand j'ai commencé mes études en relations publiques, une des choses que j'ai appris tout de suite, c'était que les relationnistes, c'était comme quelque chose du genre, les relationnistes, il ne faut pas faire confiance trop à ce qu'ils disent, là, parce que ils disent justement ce que vous venez de dire, ce que la compagnie leur demande de dire. Alors, il y avait ce conflit entre journalistes et relationnistes, et c'était tout le temps cette mini-bataille entre qui dit la vérité, qui il faut croire. Alors, je trouve qu'il y a tout un travail à faire pour réétablir et pour mettre la confiance des gens dans cette profession. Avant de vouloir être reconnu comme profession, je pense qu'on devrait rétablir la confiance du public dans cette profession. Et quand on dit relationniste, on ne pense pas au spin master, justement. On pense à quelqu'un auquel on peut faire confiance. Et je ne pense pas que c'est le cas aujourd'hui. C'est mon opinion. Je suis désolée, mais je pense que c'est comme ça. Maintenant, il y a un problème avec la séparation dans la profession parce qu'il y a beaucoup d'autres professionnels qui font des relations publiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des avocats qui font des relations publiques, avec des économistes qui font des relations publiques, avec des philosophes qui font des... Il y a toutes sortes de professionnels qui ont déjà leur profession, qui disent « je suis avocat, mais je suis relationniste aussi ». Alors, ça là, il y a aussi quelque chose où il faut travailler parce que comment on fait pour séparer? Je suis plus relationniste que lui parce que lui, il est avocat, ou c'est lui qui est plus relationniste que moi parce qu'il est déjà avocat? Et ça arrive très souvent. Alors ça, ce serait quelque chose peut-être sur lequel on pourrait réfléchir à un moment donné. La deuxième chose que je voulais vous demander peut-être de répondre, c'est justement ce que vous venez de dire, vous m'avez comme... vous avez lu dans ma pensée, parce que c'est quoi les réactions des dirigeants des entreprises qui ont des relationnistes et qui veulent qu'on dise ce que eux ils veulent sortir, et nous on va dire ah, non, c'est parce que mon ordre il ne me donne pas la permission. Je pense pas qu'ils vont encourager trop la formation d'un ordre qui va nous permettre d'être protégés, ou au moins ils vont dire ah non, si tu es membre de cet ordre, ben là non, tu ne travailles pas pour moi parce que moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va dire autre chose que moi, je veux que tu dises. Et la dernière, et j'ai fini, est-ce que quelqu'un a fait une étude des grands avantages que ça nous donnerait d'être reconnu comme membre, comme professionnel, et des désavantages, justement? Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de questions. Il y en a une partie, Michel Sparer va répondre, mais... le dernier point, non, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Ça fait partie des suites éventuelles à donner à ce genre de débat-là. Est-ce que ça vaut la peine de se questionner puis d'aller plus loin? Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même un désir et une volonté d'aller dans cette direction. Le point auquel je veux répondre, ça concerne la responsabilité professionnelle par rapport à l'entreprise.
se réfugier derrière, mettons son ordre, c'est sûr que c'est un dernier recours. Et c'est pas ce qu'on fait habituellement. Mais si vous prenez n'importe qui, quel professionnel, un ingénieur, un avocat, à partir du moment où son client va lui demander quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, sa responsabilité va être de convaincre son client et d'expliquer à son client pourquoi ça ne peut pas être fait. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit équipé pour le faire. Et ça, c'est là où on fait la démarcation entre le professionnel et l'amateur, disons, par rapport à une situation. L'ingénieur va pouvoir expliquer pour quelles raisons on ne peut pas couper sur les coûts de production parce que c'est pas faisable. De la même façon que l'avocat dit ce type de défense-là, non, ça c'est pas admissible ou je ne veux pas être accusé d'outrage au tribunal. Donc c'est dans ce sens-là. Je pense que c'est pas dans le quotidien, mais c'est aussi pour identifier dans quelle mesure est-ce que les gens qui ont cette étiquette-là sont équipés pour confronter leur direction. Et ça fait partie donc de la formation qu'ils doivent avoir. On n'arrive pas à le syndic, puis je vais déposer une plainte dans chaque cas. Alors, je voulais répondre à cet élément-là. Michel, tu voulais répondre, je pense, concernant les actes. Deux petites choses. D'abord, j'aimerais, c'est un débat tout à fait intéressant. Et personnellement, je n'aimerais pas que le débat se termine avec l'impression que la communication n'étant pas réglementée de façon coercitive, comme le disait Eric Bergman tout à l'heure, eh bien, elle n'aurait pas droit de citer, ne serait pas importante. Tout au contraire, je dois vous dire que parmi les professions réglementées, les 45, la communication est un enjeu omniprésent. Quand on parle de la déontologie, de l'exigence de vérité, de sincérité et de probité des professionnels, ça passe évidemment par la communication. J'irai même un peu plus loin. Il y a une profession dans le passé qui s'est créée presque uniquement ou presque centralement sur des enjeux de communication, c'est la profession de géologue. Et l'Office avait, au début des années 90, fait des recommandations au gouvernement pour constituer en ordre professionnel les géologues pour des raisons assez simples. D'abord pour protéger les gens pour qui les géologues travaillent, c'est-à-dire pour responsabiliser, faire en sorte que les compagnies minières, par exemple, puissent se fier à des professionnels qui sont encadrés, mais également pour protéger les épargnants, les actionnaires, les caisses de retraite, qui sont des gens qui investissent des milliards de dollars dans les compagnies minières sur la base, sur la foi de prospectus qui prétendent qu'il y aura de l'or ici et donc c'était évidemment le géologue n'est pas un communicateur avant tout, mais il a une exigence de communication. Je dois vous dire d'ailleurs que la recommandation à l'époque avait fait l'objet d'une réflexion gouvernementale pendant assez longtemps, parce que toutes les choses n'étaient pas aussi évidentes que ça. Mais un jour, un géologue dans la région Pacifique a décidé d'inventer des paillettes d'or dans des carottes de forage. Ça, a provoqué la faillite de sa compagnie, évidemment, quand le stratagème a été découvert, mais ça a provoqué la faillite de milliers d'entreprises, y compris plusieurs dizaines de banques. Et là, à ce moment-là, j'aime autant vous dire que l'évidence de la nécessité de constituer un ordre des géologues est devenue immédiate, n'est-ce pas, à travers la planète. Et c'est ainsi qu'est apparu l'ordre professionnel des géologues du Québec. C'était sur une question de probité, mais aussi de communication, d'exigence. Et chaque professionnel, évidemment, fait de la communication sans le savoir, comme M. Jourdain, mais il est responsable sur sa communication aussi. Pas? Quant à savoir si un ingénieur peut faire des relations publiques, ça je ne me prononcerai pas là-dessus, ça dépend du talent de chacun et je comprends très bien votre souci de voir que la probité doit exister là aussi. Michel Dumas avait... Je voudrais juste revenir justement sur votre préoccupation, à savoir qu'il y a des gens d'autres professions, d'autres métiers qui peuvent exercer des relations publiques. Je pense que malheureusement, on n'y peut pas tellement grand-chose. Vous avez même vu qu'au Brésil, où il y a une reconnaissance professionnelle, les gens s'arrangent pour avoir d'autres titres que celui de professionnel en relations publiques pour pouvoir faire quelque chose d'équivalent à ce que nous faisons. Alors,
au minimum, si on a une reconnaissance formelle des relations publiques, l'employeur sait que pour faire des relations publiques, il devrait normalement faire appel à quelqu'un qui est reconnu comme un professionnel des relations publiques. Mais jamais ça l'empêchera d'engager son chum qui est avocat dans la compagnie, puis avec lequel il aime bien travailler, de faire des relations publiques, même dans un contexte comme celui-là. Alors, je pense qu'à cause de l'heure, on a une dernière. Plusieurs s'improvisent communicateurs ou travaillent dans le domaine des communications sans même avoir pris une formation universitaire. Finalement, dans une organisation, un peu tout le monde est comme comment peut-on renverser cette idée? Et pourquoi est-ce si difficile de définir la place des communicateurs? Quand on a abordé cette question-là avec l'Alliance des cabinets de relations publiques, une préoccupation qui est rapidement apparue auprès de plusieurs personnes qui étaient présentes, c'était est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait l'obligation de n'engager que des diplômés en communication? Et ça amène effectivement une réflexion. Là, il y a certainement pas encore, je pense qu'Éric l'a fait valoir aussi tout à l'heure, on peut se bercer un peu d'illusions, mais il n'y a pas une seule voie pour arriver à devenir un bon communicateur, même si les programmes existants, qui n'existaient pas il y a 40 ans, se sont beaucoup améliorés, sont d'une qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient dans leur début. Alors, ça, c'était le premier point, et du coup, j'ai perdu le reste de la question. Michel, est-ce que tu avais... Peut-être avec mon chapeau d'ancien président de cabinet conseil en relations publiques, je peux peut-être dire effectivement qu'il y a de ça un certain nombre d'années, on engageait à toute fin pratique pas de gens qui avaient une formation en relations publiques parce qu'il n'y avait pas vraiment de formation en relations publiques. Fort heureusement, aujourd'hui, je pense que les cabinets en général engagent de plus en plus de diplômés en relations publiques. Mais là aussi, et je reviens sur ma réponse précédente, je ne pense pas qu'on pourra jamais, même s'il y avait, par exemple, une opinion, là, même s'il y avait un ordre professionnel qui réglementait davantage la profession, qui protégeait davantage le public, on pourrait amener des cabinets conseils à obligatoirement engager des diplômés ou des gens qui sont membres de l'ordre professionnel. Tant mieux si c'est ça, là. Et c'est pour ça que ça fait partie de notre débat. Là, alors, la dernière question est une ancienne présidence de la... Et ARP. Non, et Fellow. Alors, en fait, c'est peut-être une remarque ou une question aussi, je pense en même temps, c'est que oui, il y a le contenu, les connaissances que nous avons, qui je pense nous aident à bien exercer notre profession. Mais il y a peut-être une piste du côté de la fonction conseil, une démarche en plus de la déontologie, de l'éthique. Si la démarche, la façon dont on agit, dont on se comporte, dont on donne des conseils, parce que finalement, c'est ce que nous faisons, qu'on soit en cabinet ou en organisation, était vraiment très structuré et bien encadré et bien enseigné. Peut-être qu'il y a là une piste, alors que ce soit finalement peut-être des personnes qui ont des bases de connaissances dans d'autres, au moins on aurait une certaine démarche qui est appropriée et qui nous protégerait peut-être les gens qui ont à faire face à des situations en entreprise, parce qu'ils pourraient toujours se référer à une démarche très spécifique de fonction conseil. Et ça contribuerait à poursuivre, je pense, ce qui est amorcé de positionner les relations publiques et les communications au niveau d'une fonction stratégique de gestion. Ce qui, encore là, contribue à avoir une plus grande influence, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça va un peu dans le sens de ce qu'on mentionnait tout à l'heure, je crois, au niveau du conseil interne. Ben, je trouve que ça conclut très bien. C'est une bonne réflexion. Je suis d'accord, oui. C'est notre défi, c'est notre enjeu, mais nous, on le sait, il s'agit de savoir est-ce qu'on a besoin d'un parapluie supplémentaire pour pouvoir le faire. Peut-être le dernier point, c'est, on ne l'a pas abordé, mais ça fait les questions dans les ordres professionnels, il y a ceux qui sont à titre réservé et ceux qui sont à acte réservé. Est-ce qu'il y a des actes qui pourraient être réservés? Ça m'apparaît un peu plus difficile, mais ça pourra faire l'objet éventuellement d'une autre discussion. Alors, je veux d'abord remercier très chaleureusement, sincèrement, messieurs Sparer, Bergman et Dumas pour le temps, l'effort et
la générosité avec laquelle ils ont partagé leurs réflexions. Je vous remercie d'être venu, d'avoir assisté et comme ça a été mentionné, peut-être que je peux vous inviter pour une prochaine. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Si vous me permettez 3 petits mots juste pour terminer et clore cette saison des grands communicateurs. N'oubliez pas votre questionnaire, remplissez-le, c'est bien important pour nous. Inscrivez votre adresse de courriel dessus si vous voulez être tenu au courant des activités de la Toile des communicateurs. Pour tout le reste, www.toile.coop. Et l'année prochaine, il y aura une nouvelle saison des grands communicateurs. Permettez-moi de vous donner le nom de quelques personnes qui vont être là. Dans le désordre, sans encore beaucoup de dates, nous aurons Steve Proulx, qui est un journaliste pigiste, qui nous parlera du bonheur qu'il a de vouloir être pigiste, parce que c'est être pigiste. Claude Malaison nous parlera beaucoup d'intranet et de Web 2.0. Michel Blanc, blogueuse bien connue, qui est aussi très active dans les entreprises, dans tous les médias sociaux, sera avec nous. Manon Blondin viendra nous entretenir du coaching. Nous aurons une personne de la SQ qui nous parlera des communications de la SQ. Nous aurons Monsieur Nadeau qui nous parlera des droits d'auteur aussi. Et je pense que nous aurons aussi une personne qui nous parlera de ses 30 années de journalisme sportif. Donc, pour être tenu au courant de ça, n'oubliez pas de nous laisser votre adresse de courriel. Je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine conférence le 30 septembre. Merci beaucoup. Au revoir.